Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Je pense que je peux déclarer ouverte cette journée de colloque consacrée, vous le savez, à la place de l'océan Indien dans l'Indo-Pacifique et qui va évoluer tout au long de la journée autour de trois tables rondes où seront évoquées des problématiques liées à la géopolitique. Bien sûr, il s'agit d'introduire, de contextualiser la place de l'océan Indien, mais plus précisément du grand sud de l'océan Indien, du grand sud-ouest de l'océan Indien, dans cet espace immense que constitue le bassin Indo-Pacifique. Et on reviendra effectivement sur la définition qu'il convient de donner à ce concept qui a fait irruption dans les relations internationales et a réussi en quelques années à presque chasser ou à frapper de non-pertinence cette vision traditionnelle qu'on définissait comme la région Asie-Pacifique. Et nous verrons effectivement qu'il y a beaucoup d'agendas nationaux, beaucoup de positionnements liés peut-être à des concepts, à des visions de l'ordre régional, évidemment, à des visions des grands équilibres stratégiques qui paraissent peut-être soumis à des pressions nouvelles. Effectivement, cette notion d'Indo-Pacifique mérite vraiment d'être explorée en adoptant différentes perspectives. Et bien sûr, nous reviendrons, et vous le comprendrez bien, sur la perspective française. Mais je ne veux pas m'avancer trop dans la présentation du programme. Je voulais juste déclarer le colloque ouvert, me présenter en tant que maîtresse de cérémonie. Donc, je suis Marianne Perrondoise, directrice de recherche et directrice de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS, de l'Institut donc des relations internationales et stratégiques, dont vous allez entendre le directeur qui va délivrer des perspectives géopolitiques en introduction. Mais je vais très vite m'effacer devant les co-organisateurs de cet événement qui ont très chaleureusement et activement soutenu l'IRIS. Donc vous savez qu'il est établi à Paris, avec une mention évidemment particulière pour l'université de la Réunion, représentée par son président, de nombreux adjoints de nombreux enseignants qui jour après jour nous ont aidés à construire ce programme, sans oublier bien sûr un aspect logistique extrêmement important. Et nous avons mobilisé les équipes techniques audiovisuelles. Vous voyez quelques représentants dans la salle. Donc vous avez effectivement le produit est toute une journée qui va se dérouler, je l'espère, sans encombre devant vous, grâce à la complicité et à l'actif soutien donc de l'université, de nos collègues du journal des archipels, dont le directeur se trouve parmi nous, Jacques Romby, et bien sûr, je voudrais mentionner l'Agence française de développement et sa directrice régionale pour l'océan Indien, Madame Patricia Aubras, évidemment, qui nous a mandaté pour réfléchir pour vous, pour réfléchir avec vous autour de la place donc de l'océan Indien dans l'Indo-Pacifique. Je vais donc m'effacer pour laisser le président de l'université de la Réunion, Jean-François Waro, nous accueillir. C'est le maître des lieux et pour effectivement laisser Madame Aubras en quelques mots nous expliquer les objectifs de l'AFD en souhaitant organiser ce colloque aujourd'hui. Et je reviendrai un petit peu plus longuement pour vous présenter un peu plus en détail les objectifs de cette journée
journée et la façon dont nous l'avons construit et dont nous l'avons mené. C'est vrai qu'il paraît très très ambitieux en une journée de condenser effectivement les objectifs, la place, l'importance de l'océan Indien dans cette vaste construction qui est l'Indo-Pacifique. Mais c'est le mandat qui nous a été donné et j'espère que nous l'avons bien rempli. Vous pourrez en juger par vous-même au fur et à mesure du déroulement de cette journée. Et avant de terminer, je voudrais évidemment saluer la présence de 4 classes de lycée, donc du lycée Lecomte de Lisle et Memona Interman, qui sont donc présents, qui s'intéressent à la géopolitique et dont j'espère qu'ils sauront se montrer curieux et n'hésiteront pas à prendre la parole pour challenger nos experts ici présents et qui sont évidemment prêts à leur répondre. Je laisse la parole au président de l'Université de La Réunion. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'excuse par avance, je vais être peut-être un petit peu long, mais avant d'être président, je suis professeur des universités et chercheur, et notamment, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces thématiques. Monsieur le préfet de La Réunion, monsieur l'ambassadeur et délégué à la coopération régionale dans l'océan Indien, il doit être en distanciel, je pense, monsieur le directeur de l'IRIS, madame la directrice de recherche de l'IRIS, madame la directrice régionale océan Indien de l'AFD, et monsieur le directeur du journal des archipels, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, c'est un grand honneur pour l'Université de La Réunion de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque organisé en partenariat avec l'IRIS et bien sûr avec le soutien de l'Agence française de développement et du journal des archipels. Votre présence témoigne de l'importance des enjeux qui nous rassemblent. Ce rendez-vous constitue une occasion précieuse de dialogue entre les mondes académiques, politiques et institutionnels, entre experts et analystes. Bien sûr, l'idée ici est d'éclairer les défis de notre bassin géographique et d'y apporter des réponses collectives concrètes. Nous ouvrons ce colloque dans un esprit à la fois chaleureux, puisque nous formons tous ici une communauté d'intérêt passionnée par les questions de l'océan Indien, et bien sûr professionnel. Nous allons bien sûr aborder des questions qui appellent une réflexion rigoureuse et informée. Notre université est fière d'être le temps de cette journée un carrefour d'échanges internationaux sur des thèmes aussi cruciaux que ceux liés à l'océan Indien et à l'Indo-Pacifique. Le colloque d'aujourd'hui s'intitule « L'océan Indien dans l'Indo-Pacifique, géopolitique, dynamique régionale et développement durable ». Il permet de réunir des chercheurs, des institutionnels, des acteurs à la fois publics et privés du développement pour échanger sur les grands enjeux touchant la place de l'océan Indien et plus précisément du sud-ouest de l'océan Indien dans cette stratégie indo-pacifique. L'ambition affichée est triple: fournir des éléments de contexte sur les défis géopolitiques contemporains de cet espace si particulier, analyser les dynamiques régionales marquantes et en particulier il y a une table ronde qui est consacrée sur l'économie bleue, et mettre en lumière, bien sûr, les réponses coopératives innovantes apportées face aux nombreuses vulnérabilités que nos territoires insulaires doivent assumer. Cette journée sera ainsi l'occasion de croiser des expertises variées, à la fois stratégiques, économiques et scientifiques, pour mieux saisir les enjeux stratégiques, humains et écologiques de notre bassin indo-océanique et sa contribution à une transition globale vers un développement durable. L'Indo-Pacifique, cela a été rappelé, s'est imposé ces dernières années comme le nouveau centre de gravité des relations internationales, reflet du déplacement du cœur de l'activité économique et stratégique mondiale de l'Atlantique vers l'Asie. Cet espace immense, alors j'ai cru comprendre que vous allez le définir dans les tables rondes. Moi, je le résumerai simplement. Donc, cet espace qui s'étend des côtes de l'Afrique de l'Est jusqu'au Pacifique occidental concentre aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale et une part majeure de la richesse économique du globe. Au sein de cet ensemble, l'océan Indien occupe bien sûr une position charnière. Il permet de relier des régions vitales entre elles et joue un rôle pivot dans les échanges planétaires. En effet, l'océan Indien est le théâtre de routes maritimes incontournables,
On estime qu'il concentre environ un tiers du commerce international et qu'il constitue un espace de transit vital pour l'économie mondiale. C'est par ces eaux que transitent notamment les approvisionnements énergétiques, pétrole, gaz, du Moyen-Orient, à la fois vers l'Asie et l'Europe. Il comporte des passages stratégiques, de véritables goulets d'étranglement. J'en citerai deux, qui sont probablement les deux détroits les plus importants du monde, le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit de Malacca, dont la sécurité conditionne la fluidité du commerce mondial. La vulnérabilité de ces corridors face, et on le voit malheureusement encore aujourd'hui, à la piraterie, et encore plus aujourd'hui sur les tensions politiques et militaires qui animent la région, rappelle combien la stabilité de l'océan Indien est cruciale pour l'ensemble de la planète. Celui qui contrôle l'océan Indien contrôle l'Asie. L'océan Indien est la voie de passage des 7 mers du monde. La destinée du monde du 21e siècle sera déterminée par l'océan Indien. C'est pas moi qui le dis, c'est le stratège naval Alfred Mahan au début du XXe siècle. Si cette assertion peut sembler empreinte de déterminisme, elle illustre bien l'importance stratégique de notre région, aujourd'hui confirmée par les faits. Après plusieurs décennies de prédominance américaine et française, l'océan Indien est devenu, au gré des évolutions récentes, un espace stratégique beaucoup plus complexe, encombré et contesté désormais. Plusieurs facteurs expliquent cette transition. Bien sûr, le déclin relatif de la suprématie militaire des États-Unis dans la zone, l'émergence de l'Inde en tant que puissance régionale incontournable, la montée en puissance de la Chine qui accroît sa présence à la fois économique et militaire dans l'océan Indien, et l'arrivée toute récente, l'arrivée je qualifie de diplomatique, mais on pourrait en discuter récente, de la Russie aux Comores. L'océan Indien s'inscrit désormais au cœur d'un grand jeu indo-pacifique multipolaire où s'entremêlent rivalité entre grandes puissances et ambition de puissance moyenne. Cette recomposition se traduit par de nouvelles alliances et initiatives stratégiques dans la région Indo-Pacifique, mais aussi par une volonté des États riverains d'affirmer leur propre voix. Vous travaillerez ainsi dans la première table ronde de la façon dont cet océan Indien en transition négocie sa place dans l'Indo-Pacifique, qu'il s'agisse de la sécurité maritime, d'initiatives diplomatiques régionales ou de la manière dont les îles de l'océan Indien peuvent faire entendre une approche insulaire spécifique et défendre une identité indienne océanique dans le concert des nations. Le second grand thème du colloque porte sur l'économie bleue dans l'océan Indien occidental. Alors là aussi, je résume, par économie bleue, on entend l'ensemble des activités économiques liées aux océans et aux zones littorales. Vous aurez l'occasion de développer. Et dans ce domaine, l'océan Indien est une source prodigieuse de richesses et d'opportunités pour les pays riverains et particulièrement pour les îles de notre région qui tirent une part significative de leur PIB des activités maritimes. À La Réunion, à Mayotte, à Madagascar, à Maurice, aux Comores, aux Seychelles, aux Maldives, des milliers d'emplois dépendent directement de la santé de l'océan et de la bonne gestion de ses ressources. Cependant, et malheureusement, c'est une triste réalité, cette manne bleue est fragile. Les écosystèmes marins montrent déjà des signes de déclin alarmants. La surpêche a appauvri certaines zones autrefois poissonneuses. Le blanchiment des coraux dû au réchauffement de l'eau menace des récifs qui sont à la fois des réservoirs de biodiversité et des atouts touristiques. La pollution plastique et les écoulements côtiers dégradent les mangroves et les lagons. Et bien sûr, le changement climatique perturbe les régimes de mousson et la productivité même des océans. Tous ces facteurs combinés font peser de lourdes menaces sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés littorales de l'océan Indien. Face à ces défis, comme vous le montrerez, je pense, dans la troisième table ronde, il est devenu urgent d'innover dans la gestion durable de l'économie bleue. Les dirigeants de la région se retrouvent au pied du mur face à la nécessité d'un choix clair et urgent entre poursuivre dans la voie de la surexploitation océanique ou saisir le moment de sécuriser les ressources marines naturelles qui seront cruciales pour l'avenir de nos communautés et des économies côtières. En d'autres termes, devons-nous continuer dans une logique purement de court terme à épuiser donc ces ressources ou devons-nous plutôt investir dans sa préservation pour garantir des bénéfices à long terme? La réponse, en tout cas pour moi, elle est assez évidente. Et heureusement d'ailleurs que plusieurs initiatives positives ont déjà émergé, la création d'aires marines protégées,
la promotion d'une pêche et d'un tourisme durable, le développement de technologies marines propres ou encore la diversification de l'économie des îles afin d'alléger la pression sur l'environnement marin. Avant de conclure, je voudrais souligner le rôle stratégique que joue notre université en collaboration étroite avec les organismes nationaux de recherche dans la compréhension et la gestion de cet enjeu indo-pacifique. En tant qu'unique université française et européenne de plein exercice, située dans l'océan Indien, l'Université de La Réunion occupe une place unique de carrefour entre plusieurs mondes. Nous sommes à la fois un établissement français pleinement inséré dans l'espace européen d'enseignement supérieur et de recherche et un établissement indien-océanique profondément ancré dans la réalité géographique, culturelle et environnementale de cette région. À ce titre, notre université s'est donnée pour mission d'être un centre académique de référence sur les problématiques régionales indo-pacifiques, conformément à l'ambition de notre projet de mandature, qui est de porter la recherche, l'innovation et la connaissance au cœur de l'Indo-Pacifique pour décider les mondes de demain. Concrètement, cela se traduit par de nombreux programmes de recherche pluridisciplinaires portant sur l'océan Indien. Nos économistes analysent les transformations économiques régionales. Nos juristes travaillent sur le droit de la mer et la gouvernance des espaces maritimes. Nos environnementalistes étudient la biodiversité terrestre et marine exceptionnelle de nos îles. Nos climatologues surveillent l'évolution du climat et des cyclones, tandis que nos politistes, historiens et géographes décryptent les dynamiques géopolitiques et sociétales dans la zone. Notre université contribue aussi à la formation des futurs cadres et experts de la zone en accueillant des étudiants de tout l'océan Indien. Nous tenons également à tisser des partenariats solides avec d'autres institutions pour élargir encore notre impact. Ce sera le cas demain, avec une adhésion future au réseau international UNIOR permettant d'établir un consortium d'universités appartenant à l'IORA. Ce sera également le cas très prochainement, avec la constitution d'un consortium de recherche entre l'Université de La Réunion et l'ensemble des organismes de recherche présents dans la zone, de la zone sur le modèle du CRESICA néo-calédonien, pour ceux qui connaissent. Et c'est bien évidemment le cas aujourd'hui avec ce partenariat avec l'IRIS. Ce dernier, en sa qualité de think tank en géopolitique, apporte son expertise commune sur les grandes questions stratégiques globales, tandis que l'Université de La Réunion apporte sa connaissance fine du terrain régional et son engagement de longue date dans la coopération indiano-océanique. Ensemble, nous créons des synergies entre la recherche académique et la réflexion stratégique appliquée. C'est en croisant ces regards, celui du chercheur, du diplomate, de l'économiste, de l'écologue, de l'industriel, que l'on parvient à appréhender dans toute leur complexité les défis de l'océan Indien et à formuler des pistes d'action pertinentes. Je voudrais ici remercier chaleureusement l'IRIS pour la confiance qu'il nous témoigne en co-organisant ce colloque sur notre campus. Je remercie également l'AFD pour son soutien, ainsi que tous les partenaires qui se sont mobilisés, dont le Journal des Archipels qui relaie nos travaux. Enfin, je ne saurais conclure sans réaffirmer l'importance du dialogue entre la sphère académique et le monde politique. Les universités ont un rôle crucial à jouer pour éclairer les décisions publiques grâce à des données probantes, à des analyses indépendantes, à notre vision de long terme. À l'inverse, les décideurs publics et les acteurs de terrain peuvent orienter la recherche vers les questions les plus pressantes et faciliter la mise en œuvre concrète des solutions issues de nos laboratoires. Des événements comme celui d'aujourd'hui créent ce pont entre savoir et action, entre réflexion théorique et pragmatisme, au bénéfice de tous. Mesdames et messieurs, je terminerai en exprimant ma conviction que ce colloque sera riche en enseignements et en idées nouvelles. Les thématiques qui seront débattues tout au long de la journée sont au cœur de l'actualité et de notre avenir commun. Les échanges à venir contribueront, j'en suis sûr, à faire émerger des pistes d'action concrètes et à renforcer les liens entre tous les acteurs concernés. Ils permettront également, je l'espère, de combattre certaines idées reçues qui frappent encore nos territoires d'outre-mer. Non, nous ne sommes pas des territoires assistés. Nous participons très largement à la grandeur de la nation en lui offrant une valeur ajoutée inestimable de services non marchands stratégiques. Je peux en citer quelques avantages: présence militaire, sanitaire, diplomatique, hotspot de biodiversité, une très grande partie de la zone économique exclusive française, bien sûr une recherche de très haut niveau et sur des sujets uniques, le volcan, les cyclones, la biodiversité, les sociétés multiculturelles. Bon,
Vous me pardonnerez ce militantisme à peine caché, mais il est parfois utile de rappeler certaines vérités. Bien évidemment, notre université est déterminée à poursuivre son engagement dans ces discussions et à soutenir les initiatives qui en découleront, fidèle à sa vocation de pôle d'excellence au service du développement durable de la région. Il me reste à vous souhaiter des débats fructueux et inspirants. Utilisons au mieux cette occasion pour approfondir notre compréhension mutuelle et ensemble imaginer des solutions à la hauteur des défis et des opportunités qu'offre l'océan Indien au sein de l'Indo-Pacifique. Bon colloque à toutes et à tous. Merci. Monsieur le préfet, monsieur l'ambassadeur Brunet qui nous suit à distance ce matin, monsieur le président de l'Université de La Réunion, cher Jean-François, madame la représentante de l'IRIS, chère Marianne, mesdames et messieurs nos invités, nos partenaires, chères étudiantes et étudiants. C'est avec un plaisir sincère et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à ce colloque consacré à la place de l'India-Océanie dans l'espace Indo-Pacifique, organisé en partenariat avec l'IRIS et l'Université de La Réunion. Quand on évoque l'Indo-Pacifique, les regards se tournent souvent d'abord vers les puissances asiatiques, Inde, l'Australie ou les grandes routes maritimes du Pacifique. Pourtant, l'India-Océanie, cet espace singulier qui relie l'Afrique orientale, les îles de l'océan Indien jusqu'à La Réunion, en est une composante stratégique à part entière. C'est précisément pour faire entendre cette voix, pour valoriser cette position géopolitique, mais aussi pour mettre en avant les contributions concrètes de la région aux enjeux indo-pacifiques que nous avons lancé il y a une année ce partenariat avec l'IRIS. Notre ambition est simple, redonner toute sa place à notre région dans les débats géopolitiques et stratégiques sur l'Indo-Pacifique. Avec l'IRIS, nous avons voulu affirmer que l'India-Océanie ne doit pas être une périphérie oubliée de l'Indo-Pacifique, mais bien un acteur central de sa dynamique géopolitique, économique et environnementale. Avec la production de 2 notes de réflexion stratégique, l'IRIS a permis d'alimenter les réflexions qui structureront les débats d'aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement l'Université de La Réunion pour son accueil et son engagement dans l'organisation de ce colloque. Ce lieu n'a pas été choisi par hasard. La Réunion incarne, par sa situation géographique et son histoire, la complexité et la richesse des enjeux de l'India-Océanie. Ce lieu a été aussi choisi parce que c'est le lieu de la culture, du développement de l'intelligence et c'est vraiment avec beaucoup de, je dirais, avec beaucoup de fierté que je m'exprime devant vous, étudiants aujourd'hui. Vous avez la chance d'accueillir ce type de colloque au sein de votre amphithéâtre. À mon époque, quand j'étais étudiante, nous n'avions pas du tout cette chance-là. Nous devions être uniquement des rats de bibliothèque. Voilà. Ce colloque s'inscrit aussi dans la continuité de l'engagement de l'AFD en faveur de la stratégie indo-pacifique de la France, laquelle repose sur des piliers à la fois politiques, environnementaux et économiques. Cette stratégie est traduite dans notre feuille de route opérationnelle qui oriente nos actions à l'AFD autour de 2 priorités. La lutte contre le réchauffement climatique à travers des projets d'atténuation et d'adaptation, la préservation de la biodiversité marine et terrestre, avec une attention particulière cette année portée à la gouvernance des ressources océaniques. Ces priorités sont pleinement alignées avec la stratégie régionale de notre groupe AFD en océan Indien pour les 4 prochaines années. Le programme que nous vous proposons aujourd'hui reflète une conviction profonde. On ne peut plus penser géopolitique sans développement, ni sécurité sans durabilité. Alors que les considérations militaires et sécuritaires qui ont été largement débattues en février dernier lors des journées de l'IHEDN sont cruciales pour comprendre les enjeux de la stabilité de la région, il est également indispensable d'y adjoindre une lecture élargie englobant les enjeux de sécurité non traditionnels. L'économie bleue et circulaire, la protection des écosystèmes, la résilience des territoires insulaires,
la gestion durable des ressources marines. Ce sont des enjeux globaux, transfrontaliers et profondément interconnectés qui nécessitent des réponses régionales concertées, fondées sur la coopération multilatérale et l'intelligence collective. Je me réjouis que ce colloque réunisse des chercheurs de renom, des représentants institutionnels, du secteur privé, des praticiens du développement et bien sûr des étudiants, qui sont les acteurs de demain. Vos regards croisés, vos expertises complémentaires vont nous permettre de mieux comprendre les dynamiques régionales et de nourrir ensemble une réflexion stratégique qui se veut constructive, innovante et résolument tournée vers l'avenir. 3 tables rondes viendront ainsi rythmer nos échanges sur cette journée, sur la géopolitique régionale, sur les dynamiques de l'économie bleue et sur les formes de coopération pour un développement durable. Ces tables rondes permettent des débats riches, nourris par une grande diversité de parcours, de disciplines et de points de vue. Je vous invite donc à prendre pleinement part au débat, à poser vos questions, à partager vos idées. C'est dans le dialogue que naissent les solutions les plus pertinentes. Je vous souhaite à tous et à tous une journée riche, stimulante et inspirante. Merci de votre attention et très bon colloque à vous. Alors, me revoici devant vous. Je vais m'adresser à vous d'une façon peut-être un peu plus formelle et je m'excuse par avance de répéter peut-être ce qui vient d'être dit par le président de l'université et Madame Auprat. Monsieur le préfet, Monsieur l'ambassadeur Brunet, que nous allons bientôt entendre, et je me garderai bien de déborder de mon temps de parole pour vous laisser parler. Monsieur le président de l'université, Madame la directrice régionale de l'AFD, donc chers collègues, chers invités, nous allons beaucoup parler, vous le savez, vous l'avez compris aujourd'hui, de l'Indo-Pacifique. C'est un concept dont on ne peut plus faire l'économie dans les relations internationales aujourd'hui, et qui est au cœur de beaucoup de politiques étrangères, de grands voisins, donc de la Réunion dans la région, celle de l'Inde, celle du Japon, celle des États-Unis, celle de l'Australie et bien sûr de la France. Et donc, vous le savez, le président de la République, bien sûr, il était à La Réunion en avril dernier, avant de participer au sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar. Et il a, dans ses multiples prises de parole, réaffirmé l'importance de la région Indo-Pacifique pour les intérêts stratégiques de la France et le souci de notre pays d'être un acteur visible, un acteur actif, un acteur engagé dans l'Indo-Pacifique et bien sûr notamment à travers ces territoires, à travers ces moyens humains, ces moyens économiques, diplomatiques, ces moyens militaires dont disposent ces territoires et leur capacité à développer des coopérations qui soient profitables à l'ensemble de la zone et ceci avec le plus grand nombre de partenaires. Et ceci, et c'est très important dans la vision française de l'Indo-Pacifique, dans le respect des souverainetés de chacun. Et donc, on se souvient que déjà, c'est à La Réunion, en octobre 2019, que le président de la République avait défini et avait, je dirais, popularisé la vision française de l'Indo-Pacifique, posé les bases d'une nouvelle ambition pour notre pays, dans une région qui restait qu'ils avaient l'ambition de redéfinir
en insistant sur sa composante biocéanique, c'est-à-dire l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et déjà, le président avait délimité la vision française de l'Indo-Pacifique en le définissant comme s'étendant des côtes de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe jusqu'aux côtes américaines. Et donc, comme ça a été rappelé dans les précédentes interventions, mais c'est un espace qui est extrêmement riche, évidemment. Son dynamisme économique, il est indéniable. Il représente un pourcentage important de la richesse mondiale avec les premières puissances économiques, les États-Unis, la Chine, le Japon, bientôt l'Inde. Cela a été rappelé, l'Indo-Pacifique, c'est l'épicentre donc du commerce maritime mondial, et c'est un carrefour à plusieurs titres, mais notamment un carrefour de routes maritimes extrêmement importantes, avec des détroits qu'il faut sécuriser, avec le souci partagé par la communauté internationale d'une liberté de navigation et d'une sécurité en mer, pour permettre précisément la prospérité internationale, pour permettre aux grands flux de commerce entre l'Asie, entre l'Europe et entre l'Asie, de pouvoir se dérouler sans encombre. Et donc, on l'a bien perçu, l'importance de l'Indo-Pacifique, ou du moins, on l'a, je dirais, compris sous un angle très, très particulier, un angle évidemment sécuritaire, lorsque la région a été à l'épicentre de la lutte contre la piraterie, de la piraterie somalienne, avec ce pic d'investissement de la communauté internationale de 2008 à 2015, avec la présence de nombreuses marines, avec la présence de nombreuses opérations militaires. Ce souci de sécurisation des espaces maritimes, on l'a vu de nouveau, y compris l'importance de la région au moment où d'autres opérations navales se mettaient en place pour permettre au commerce et aux maritimes et aux grandes compagnies marchandes de pouvoir continuer à naviguer, à circuler, et de franchir plus ou moins sans encombre la mer Rouge. Et de nouveau, la région s'est retrouvée au cœur des préoccupations internationales et a de nouveau, je dirais, imposé son importance stratégique, et peut-être n'avait-on pas assez réfléchi à ce carrefour et à cette importance du grand sud de l'océan Indien, sa capacité à pouvoir s'organiser, à se mettre en retrait pour développer des coopérations profitables à l'ensemble de la région, mais aussi sa capacité à être un acteur de premier plan dès lors que des enjeux de dimension internationale s'imposent à la communauté. Il a été rappelé, l'Indo-Pacifique recèle évidemment aussi, et notamment l'océan Indien, des réserves halieutiques et énergétiques qui sont absolument sans équivalent, et des richesses qui sont absolument vitales pour la préservation de la biodiversité. Et il est vrai que la France a fait de la sécurité environnementale, de la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, des axes extrêmement forts de sa stratégie globale Indo-Pacifique. Et donc, au sein d'un réseau d'acteurs français extrêmement actifs, extrêmement riches, mobilisés sur l'ensemble de ces thématiques sécuritaires, environnementales, économiques, humaines, visant à développer de nombreuses initiatives, à activer des coopérations régionales, mais aussi à l'échelle internationale, à mettre en place des financements, à partager des bonnes pratiques. Eh bien, il y a l'Agence française de développement, bien sûr, et il n'est donc pas étonnant que l'AFD, sa direction régionale pour l'océan Indien, ait demandé à l'IRIS de réfléchir sur la place de l'océan Indien dans l'Indo-Pacifique, en adossant cette réflexion de nature stratégique à toute une expertise disponible localement, à un socle de connaissances et de travaux en sens social existants, préexistants, grâce notamment donc à des partenariats loués sur place, et notamment à s'adossant avec l'Université de La Réunion, qu'elle soit chaleureusement remerciée ici, et notamment l'UFR des sciences
sciences humaines et sociales, mes deux collègues, Fabrice Folliot et Marie-Annick Lamy-Giner. Ce colloque, c'est le résultat de nos réflexions croisées, et les tables rondes que nous avons pu élaborer en mobilisant d'autres experts, en mobilisant l'IFREMER, en mobilisant des collègues de Madagascar, de Maurice, des Seychelles, bien sûr repose sur le primat, l'importance de l'économie bleue. Mais encore une fois, ce colloque ne prétend pas à l'exhaustivité. Il souhaite appréhender certains des enjeux les plus marquants dans les domaines stratégiques, économiques, humains de ce grand sud-ouest de l'océan Indien, comme aime le définir Marie-Annick Lamy-Giner, et c'est sans aucun complexe que je lui ai emprunté cette expression qui d'ailleurs, en termes de cartographie, décrit bien la place du sud-ouest de l'océan Indien et son rôle absolument moteur, les connexions qui s'établissent très naturellement avec l'Afrique de l'Est, qui s'établissent tout aussi naturellement avec la partie centrale de l'océan Indien, avec l'Inde, avec le Sri Lanka, et nous avons la chance d'avoir des représentants de ces pays avec nous pour développer, je dirais, une perspective plus large et une perspective qui est fondamentalement insulaire. Et cette insularité, elle est vraiment très importante à prendre en cause, et peut-être devrions-nous y accorder un plus grand intérêt dans la plupart de nos études stratégiques, nous qui avons tendance à nous focaliser sur les grands acteurs, à toujours parler de rivalité de puissance, à nous attarder sur la quantification des potentiels aéronavals et maritimes présents dans la zone. Je pense que l'insularité, son identité très particulière, ses vulnérabilités, mais aussi ses forces, et qui font que se nouent des coopérations très particulières entre non seulement les îles de l'océan Indien, mais les îles d'Asie du Sud-Est, qui sont confrontées aussi à des enjeux de sécurité maritime extrêmement particuliers, mais où dominent non seulement des enjeux de souveraineté maritime, mais bien sûr la protection de l'économie bleue. Et je voudrais ouvrir la porte du Pacifique et ne pas oublier cet océan très important, l'Océanie, où se développent aussi des intérêts français à dominante insulaire. Et bien sûr, on peut imaginer des solidarités à mettre en place, à développer entre ce chapelet d'îles qui couvre tout l'océan Indien. Je vais m'arrêter ici pour ne pas mordre sur le temps de parole des grands témoins que nous avons souhaité mobiliser. Donc les grands acteurs de la coopération, bien sûr l'ambassadeur Jean-Claude Brunet, donc qui nous écoute, délégué à la coopération régionale dans l'océan Indien, qui est un familier de la zone et que vous connaissez tous très bien. J'ai voulu aussi demander à monsieur Velayudom Marimuthu, ancien secrétaire général de la COI, de clôturer, je sais que c'est un exercice extrêmement difficile, mais de nous faire part de son retour d'expérience et d'être avec nous, de nous appuyer de ses commentaires bienveillants tout au long de cette journée. Et je vais m'arrêter ici pour laisser la parole à Pascal Boniface, qui s'excuse de ne pas avoir pu se libérer pour être présent parmi nous, mais qui a souhaité enregistrer une cassette et nous présenter quelques perspectives géopolitiques. Donc, je m'arrête ici et je cède la parole à Pascal Boniface. Bonjour, je ne peux pas être présent physiquement avec vous pour ce colloque qui aura lieu aujourd'hui, co-organisé avec l'Agence française pour le développement et l'Université de la Réunion avec l'IRIS, ce colloque extrêmement important sur l'océan Indien de l'Indo-Pacifique, géopolitique, dynamique régionale et développement durable. Mais je voulais dire quelques mots parce qu'en fait, ce colloque a lieu dans un contexte très précis géopolitique.
l'océan Indien et l'île de la Réunion n'est pas à l'abri des tourments géopolitiques, elle est plongée au cœur de la globalisation. La période nouvelle fait que les tensions géopolitiques qui ont lieu à l'autre bout du monde ont des répercussions et les rivalités entre les puissances ont des répercussions dans l'océan Indien et concernent également l'île de la Réunion. Il y a 2 siècles, la Chine faisait le tiers du PIB mondial, mais c'était une Chine qui était coupée du reste du monde. Donc en fait, elle n'avait pas tellement d'importance par rapport à cela. Aujourd'hui, elle ne fait que 18% du PIB mondial. Donc relativement, c'est moins. Mais on voit bien que cette importance a une signification tout à fait différente parce que l'acteur chinois géopolitique est pris en compte par tout le monde. Il y a 2 siècles, l'élection d'un nouveau président aux États-Unis ne suscitait guère de commentaires. C'était une puissance certes en devenir, mais relativement mineure, et qui était tournée sur elle-même. Aujourd'hui, quand un nouveau président arrive à la tête des États-Unis, eh bien, ça change le monde. Et donc, Deng Xiaoping a changé la Chine, donc a changé le monde. Trump change les États-Unis et change également le monde. Et l'océan Indien est au milieu de ces tempêtes géopolitiques et doit réfléchir, ce que vous allez faire toute la journée, sur son avenir. Si j'avais fait cette conférence il y a quelque temps, j'aurais dit qu'il y avait 3 principales coupures géopolitiques dans le monde. La première, entre la Russie et le monde occidental. Suite à la guerre en Ukraine, la Russie est durablement coupée du monde occidental. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes parce que, effectivement, il y a une coupure entre l'Europe occidentale et la Russie, mais il n'est pas certain que cette coupure existe toujours entre les États-Unis et la Russie, et on peut se demander si la coupure n'existe pas ou ne va pas exister entre l'Europe et les États-Unis, du fait de ce rapprochement spectaculaire entre Moscou et Washington, et du fait que le président américain considère l'Union européenne comme un ennemi qui, pour reprendre ses termes, aurait été créé pour entuber, pardonnez-moi l'expression, et c'est la sienne, ce n'est pas la mienne, les États-Unis. La seconde coupure, et l'océan Indien en est vraiment le dépositaire, le marqueur, c'est une coupure entre le sud global et le monde occidental, qui a été très visible du fait de la guerre en Ukraine et qui s'est aggravée du fait de la guerre de Gaza. Et puis, troisième coupure, et là aussi, vous êtes quelque part les témoins et acteurs de cela, c'est le duel Chine-États-Unis pour savoir qui sera la première puissance mondiale. Et donc, on voit qu'il y a un renouvellement des clivages géopolitiques qui sont très marquants. En fait, je ne suis pas, comme certains de mes collègues, à dire qu'il y a une rupture géopolitique tous les ans ou très régulièrement. On a quelques collègues qui, pour attirer l'attention sur leurs propos, pour un peu marquer l'auditoire, nous disent que le monde ne sera plus jamais le même et que le monde a totalement changé. Le monde change à la fois chaque jour. Aujourd'hui est différent parce que tel dirigeant a pris telle décision et que comme nous sommes dans un monde interdépendant, eh bien, tout ce qui se passe a des répercussions. Le terme même d'ailleurs d'affaires étrangères n'a plus la même signification qu'auparavant. On peut se demander si le terme d'affaires étrangères a encore une signification. Il y a encore des ministères des affaires étrangères. C'est une erreur, on ferait mieux de le faire. D'ailleurs, c'est en 1981, c'est ce que François Mitterrand avait fait, de parler de ministère des Relations extérieures et pas d'affaires étrangères, parce que ce qui se passe en dehors de nos frontières a des répercussions sur nous. Ce qui se passe dans le reste du monde a des répercussions, y compris à La Réunion, y compris dans l'océan Indien. On n'est plus étranger à ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, en fait, oui, il n'y a plus vraiment d'affaires étrangères. Et donc, dans ce monde globalisé, bien sûr, si les ruptures stratégiques ne sont pas quotidiennes, je pense que là, on vient d'assister à une rupture stratégique. Elles ne sont pas si nombreuses. Quelle est la dernière véritable rupture stratégique? C'est la fin du monde bipolaire, la fin de la guerre froide, la fin de la division Est-Ouest, qui avait structuré les relations internationales de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 80. Gorbatchev, en prenant le pouvoir, voulait régénérer l'Union soviétique, il voulait sauver le communisme en lui donnant un visage plus humain, un visage plus moderne, plus ouvert, en prenant aussi un virage technologique dont l'URSS s'était un peu coupée. Et en fait, pendant 7 ans, il a effectivement mis fin à la confrontation directe entre l'URSS et les pays occidentaux. Rappelez-vous la bataille des euromissiles, la guerre des étoiles, cet avion sud-coréen abattu dans les airs, etc. L'Afghanistan, tout ceci. Gorbatchev y a mis fin. Mais malheureusement, peut-être qu'il est arrivé trop tard, peut-être que ces réformes ont été trop tardives, que ces réformes sont venues finalement porter le coup de grâce à ce grand corps malade qu'était l'Union soviétique. Loin de régénérer l'Union soviétique,
Sa politique a réussi à mettre fin à la division Est-Ouest, elle a échoué à faire de l'URSS un pays moderne et dynamique, puisque l'URSS a implosé. Gorbatchev était coincé entre les ultra-conservateurs qui ne voulaient faire aucune concession au monde occidental et ceux qui voulaient accepter une thérapie de choc qui aurait été difficilement supportée par la population. Et donc, Gorbatchev a changé le monde, parce que sa perestroïka, qui devait changer l'Union soviétique, a changé le monde en mettant fin à cette période longue de 4 ou 5 décennies d'un monde clivé entre l'Est et l'Ouest. Pendant cette époque, tous les conflits dans le monde avaient un protagoniste qui était lié à Moscou et l'autre qui était lié à Washington. Aucun conflit, aucun événement politique n'échappait. Il y avait bien sûr un clivage nord-sud, il y avait des pays qui se disaient non alignés, mais en fait, l'alignement Est-Ouest était le plus important. Gorbatchev a été 7 ans au pouvoir, et donc il a mis 7 ans à, involontairement peut-être, mettre fin de façon pacifique, et l'histoire a été un peu cruelle avec lui, il faut lui rendre hommage. Parmi les prix Nobel de la paix, rares ont été ceux qui ont été aussi mérités que celui que Gorbatchev a obtenu, parce qu'il a mis fin à une division du monde très mortifère, très dangereuse, sans qu'un coup de feu ne soit lancé, sans qu'il y ait une guerre. La disparition de ce monde Est-Ouest n'est pas le produit ou n'a pas débouché sur un affrontement mondial, contrairement aux affrontements et aux disparitions des empires précédents. La seconde fois aussi où le monde a changé, qui est un peu dans le même ordre d'idées, c'est que finalement les Occidentaux, tellement heureux de voir la menace soviétique disparaître, n'ont pas été attentifs à ce qui se passait dans le Sud, notamment dans la région de l'océan Indien, pas seulement. Ils n'ont pas vu, tout contents dans leur hubris du triomphe sur l'Union soviétique, ils n'ont pas vu qu'il y avait l'émergence. Que les pays du Sud, eh bien, tous ensemble, ils étaient pour la plupart déjà indépendants, ils devenaient souverains, ils voulaient fixer eux-mêmes les règles selon lesquelles l'ordre mondial serait régi. Et donc on a vu quelque chose qu'on ne peut pas dater d'un jour, ni même d'une année, de façon précise, parce que c'est un processus qui s'est étalé sur une trentaine d'années. Ça a été la fin du monopole occidental sur la puissance. Le monde bipolaire a duré 4 ou 5 décennies. Le monopole occidental sur la puissance, il a duré 5 siècles. On peut dire, si on veut des dates, marquer ce début de 1492 qu'on a appelé de façon très européocentrée les grandes découvertes. On n'a rien découvert. Les gens existaient avant qu'on arrive. Ça a été une découverte mutuelle pour le plus grand malheur. Des peuples qui ont été colonisés, détruits et pillés. Mais en tous les cas, la première globalisation était une européanisation du monde. Et pendant 5 siècles, le monde occidental par l'Europe, puis dans le relais américain, a dominé le monde. À la fin du XIXe siècle, Bismarck peut, à juste titre, dire que les relations internationales, c'est simple, il suffit d'être 3 contre 2, puisqu'il y a 5 seulement puissances dans le monde, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, la Prusse qui va devenir l'Empire allemand, la France et l'Angleterre qui va devenir le Royaume-Uni. Il n'y a pas d'autre puissance dans le monde. Les pays européens, en se lançant dans ces 2 guerres mondiales, vont détruire leur domination, ils vont être relayés par les États-Unis, mais en fait, cette domination occidentale du monde, elle prend fin au début des années 90, du fait de l'émergence, du fait de la globalisation. Les pays du Sud, à laquelle de nombreux pays de cette région de l'océan Indien appartiennent, en imitant les leçons d'ouverture des frontières, d'accent mis sur l'éducation, d'investissement, vont finalement émerger et ne vont plus accepter d'être dominés par les Occidentaux. Mais il y a aussi un autre changement qui est à peu près dans les mêmes temps que celui-ci, même s'il n'est pas directement lié, c'est lorsque la Chine, par la politique de Deng Xiaoping, va devenir un acteur majeur. Lorsque Deng Xiaoping prend le pouvoir en Chine, la Chine est un acteur mineur, relégué. Elle n'est pas liée à la globalisation. C'est un pays purement agricole et très pauvre, où les gens meurent encore de faim. Deng Xiaoping va mettre fin à l'autarcie de la Chine, en cessant d'avoir comme modèle le principe de Mao, il vaut mieux être rouge qu'expert, donc place au pragmatisme. Deng Xiaoping va déclarer qu'importe qu'un chat soit blanc ou gris, pourvu qu'il attrape des souris. Et donc la Chine va se mettre dans un capitalisme d'État, mais capitalisme quand même, qui va faire que ce pays pauvre, relégué, oublié, en autarcie, va devenir un acteur majeur de la globalisation. Et là aussi, il n'y a pas une date, il n'y a pas une année, il y a plusieurs processus. C'est un processus long qui va durer une trentaine d'années. Et puis, voilà. Mais donc, on voit que Gorbatchev, une période d'une demi-douzaine d'années, un peu plus. La fin du monopole occidental, une trentaine d'années. L'Occident, attention,
a perdu le monopole de la puissance, il n'a pas perdu la puissance. L'Occident reste puissant, reste riche, mais il a perdu le monopole de la puissance qu'il avait auparavant. Et puis donc l'émergence de la Chine, une Chine qui n'est plus coupée du reste du monde comme auparavant, une Chine qui n'est plus dans l'autarcie, mais qui est plongée dans la globalisation. Trump, lui, vient changer le monde en quelques jours, de façon très rapide. Il arrive au pouvoir, il décrète que l'Union européenne est un ennemi, il décrète que finalement le droit international n'est pas un objet que l'on doit respecter, ni un instrument que l'on peut mettre en œuvre. Il estime que, y compris des alliés, membres fondateurs de l'OTAN, comme le Danemark ou le Canada pourrait devenir le 51e État des États-Unis. Le Danemark pourrait se voir privé du Groenland, qui était la partie la plus importante de ce territoire, parce que ce territoire intéresse les États-Unis. Et Panama, même si Panama n'est bien sûr pas dans l'OTAN, pourrait se voir retirer la souveraineté sur le canal qui lui appartient et sur le territoire duquel il est situé, parce que c'est un enjeu pour les États-Unis. Donc on voit que Trump, en fait, est en train de remettre en cause le système international qui fonctionne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1945, tous les présidents américains qui viennent au pouvoir se demandent comment gérer le système international. Trump, lui, se demande comment y mettre fin. Et donc, on n'est plus du tout dans le même système. Effectivement, il se méfie de l'ONU, il s'est retiré de l'Organisation mondiale de la santé, alors que vous êtes bien placé pour savoir que les pandémies sont un défi important et que ce n'est que collectivement que l'on peut lutter contre les pandémies. Il veut sortir, il est sorti de l'UNESCO, et on se demande s'il ne sortira pas de l'ONU un jour ou l'autre, tellement il est hostile au multilatéralisme. Pour Donald Trump, le droit est une limite malvenue. Pour les autres pays, le droit est une limite à l'exercice de la force, à l'impérialisme, aux politiques brutales. Le droit vient protéger les faibles. C'est justement ce que ne veut pas Trump. Trump pense que le droit est une limite à la souveraineté américaine parce que ça vient limiter le pouvoir des forts. Et il pense qu'il est fort et que rien ne doit pouvoir limiter le pouvoir des États-Unis, que le droit international est une entrave inacceptable à la souveraineté américaine. Il a un mandat et il estime qu'il doit le mettre en œuvre. Certains ont dit lorsqu'il a été élu qu'on connaissait Trump, on l'avait déjà vécu. Trump 1, Trump 2, ça n'a rien à voir. Trump 1 était encadré par ce qu'on appelle les adultes dans la pièce, parce qu'il avait pris le pouvoir par effraction et qu'il n'était pas seul au pouvoir. Trump 2 a débarrassé de tous les autres. Tous ceux qui l'entourent ne sont des gens qui lui sont dévoués, plutôt d'ailleurs sous l'angle du faillotage et de la courtisanerie. Les élus au Sénat, comme la Chambre des représentants, ont été élus sur le programme de Trump et sur l'image de Trump. Ceux qui s'opposaient à lui n'ont pas été investis, tout simplement. Et donc, il est seul aux commandes, il n'a que des courtisans autour de lui. Plus personne ne veut le contredire et il pense qu'il a un mandat. Il a échappé à un attentat, il aurait pu aller en prison si le droit avait prévalu. Et donc, lui, il a une marge de manœuvre, une marge de conduite qui est très forte. C'est ceux qui pensent que le 6 janvier 2021 a été un coup d'État sont des traîtres qu'il faut punir. Ceux qui pensent que c'est un sursaut patriote contre une élection qui lui a été volée sont des gens qu'il faut préserver et maintenir en état. Donc, ça n'a rien à voir. Trump ne connaît ni alliés, ni finalement droit international, il ne respecte rien, et donc en fait par rapport aux clivages, 3 clivages que je viens d'indiquer, on voit qu'il n'y a plus de clivage monde occidental-Russie, parce que Trump veut une alliance avec la Russie. Les Russes sont anti-woke, les Russes sont des matières premières en abondance qu'ils convoitent, et ils pensent qu'au contraire, l'Union européenne est un ennemi. Donc on avait cette coupure monde occidental-Russie, on a maintenant une coupure Europe occidentale, États-Unis et la Russie. Les sanctions contre la Russie pourraient prochainement être levées par les États-Unis. Les pays européens devraient savoir comment faire. Et donc, en fait, l'Europe est livrée à elle-même pendant 80 ans. Le concept de monde occidental, c'était une protection américaine des pays de l'Europe continentale contre les appétits de Moscou. Que Moscou soit la capitale de l'Union soviétique ou que Moscou soit la capitale de la Russie. C'est terminé. C'est terminé. Trump dit « débrouillez-vous, je ne veux rien savoir. Moi, j'ai autre chose à faire et ce qui me préoccupe, c'est la Chine et pas le reste. » Et en fait, on voit que dans son combat contre la Chine de façon assez finalement inadéquate, il punit tout le monde, il met des sanctions commerciales et des tarifs commerciaux sur tout le monde, au lieu de, comme Biden le faisait, se faire des alliés contre la Chine. On peut penser que cette politique de Trump est inopérante. C'est qu'il dit « Make America Great Again », il se conduit comme si le monde était encore unipolaire, ce qui ne peut conduire qu'à un échec. D'ailleurs, on voit qu'il recule déjà, et qu'il va reculer par rapport à la Chine, parce que la Chine ne va pas se laisser faire. Et que Xi Jinping ne peut accepter, par rapport à sa propre opinion publique, la Chine n'est pas une démocratie, mais une opinion publique, une société civile en Chine,
qui est très dynamique sur le respect des intérêts nationaux. Les Chinois ne peuvent pas trop s'exprimer sur les questions de politique intérieure, mais dès qu'il s'agit de patriotisme, pour ne pas dire de nationalisme, ils ont carte blanche pour s'exprimer. Et puis aussi aux yeux du monde entier, eh bien, Pékin ne peut pas paraître cédé aux États-Unis. Donc, ça sera un point de résistance. Et puis l'Union européenne, qui depuis 80 ans donc était protégée par Washington, tout le coup, lui dit débrouillez-vous, on ne veut plus vous voir. Eh bien, saisie de vertige, il faut qu'elle se débrouille. Finalement, le vieux projet français d'autonomie stratégique européenne, dont beaucoup plaisantaient, pensaient qu'il était inopérant, pensaient que c'était une illusion dangereuse et qu'il fallait accepter les impératifs de Washington en échange d'une protection, eh bien, finalement, ce projet d'autonomie stratégique européenne, ce n'est plus une illusion, c'est une impérieuse nécessité. Si nous ne sommes plus protégés en Europe occidentale par Washington, il faut se débrouiller par nous-mêmes et il n'y a plus d'autre choix. Et un choix qui est possible, puisque d'ores et déjà, les dépenses militaires des pays européens sont deux fois et demi plus importantes que les dépenses militaires russes. Il faut sortir de notre dépendance. Mais bien sûr, les liens de dépendance psychologiques, politiques sont très lourds, mais c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Europe occidentale. Et en tous les cas, la Réunion, l'océan Indien, assiste et participe à cela. C'est un enjeu essentiel, à la fois d'autonomie, de développement durable, c'est important, parce que les enjeux de préservation de l'environnement sont extrêmement importants dans cette région, et on voit que tous les appétits se développent parce qu'en fait il y a plus de non-alignement, il y a des multi-alignements, et en fait il y a plus de zones réservées, chacun veut déployer ses intérêts là où il le peut, et en fait Union européenne, Brésil, Chine, Turquie, tout le monde veut essayer. Et en fait, pour la Réunion, qui représente un atout majeur, c'est finalement une opportunité aussi à saisir. Nous sommes en crise. Nous savons bien que nous sommes en crise, le monde est de moins en moins régulé, la brutalité devient de plus en plus importante, il y a un besoin de régulation et un besoin de retour au respect du droit international qui est de plus en plus fort, mais en même temps, comme le disent les Chinois, la crise c'est à la fois risque et opportunité. Donc il faut savoir mesurer les risques, et mesurer les risques, ce colloque va y contribuer dans vos débats toute la journée, mais en même temps saisir l'opportunité et les pistes que vous allez développer au cours de cette journée permettront également de saisir des opportunités. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de bons travaux et je tiendrai compte, je regarderai avec grand intérêt le résultat de ces travaux à la fin de cette journée. Merci, bonne journée à tous. Nous attendons l'intervention de l'ambassadeur Brunet que je vois apparaître sur l'écran. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour introduire donc ce colloque. Je me permets de vous céder la parole pour une vingtaine de minutes, de façon à pouvoir éventuellement répondre à quelques questions de la salle. Nous avons un public nombreux, dont beaucoup de lycéens qui ne manqueront pas, je pense, de vous interroger sur la coopération régionale. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci, chère Marianne. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, Et nous bonjour, voyons très bonjour à bien. toutes et à tous. Je suis vraiment très, très heureux de participer à cette belle initiative, ce colloque co-organisé par l'IRIS, l'AFD et l'Université de La Réunion. Je regrette de ne pas être en présentiel avec vous. Je suis retenu à Paris par un certain nombre de réunions, notamment de réunions de l'IORA, et je vais vous parler de cette organisation, bien sûr. Je voudrais vraiment saluer effectivement cette belle initiative permettant de replacer nos actions de coopération régionale dans l'océan Indien dans le contexte indo-pacifique. Et nous sommes vraiment au cœur de cette zone. Comme Pascal Boniface vient déjà de le souligner, et je vous donnerai en effet aussi des compléments à ce sujet et la façon dont nous avons en effet mesurer les risques et commencer, enfin cela remonte déjà à quelques années à une approche progressive, mais vous verrez que nous avons une situation qui, dans la difficulté, nous offre en fait des opportunités et grâce à une équipe France euh, et France de l'océan Indien tout particulièrement, de belles opportunités de mettre en œuvre notre stratégie Indo-Pacifique. Et donc, c'est par là que je voulais commencer.
Pour vous rappeler donc cette initiative en 2018 du président de la République et de la France de se doter donc d'une stratégie indo-pacifique à la suite de certains nombres de partenaires et notamment des Japonais dans la région. Et nous sommes un certain nombre de pays, notamment l'Inde, l'Australie, dans la région qui avons une stratégie indo-pacifique. Nous avons, à la suite de cette initiative de 2018 pour la France, fortement suscité l'adoption d'une stratégie indo-pacifique de l'Union européenne. Et nous avons donc des actions conjuguées de plus en plus étroites entre la France et donc nos partenaires européens et Bruxelles elle-même, et le service extérieur, d'action extérieure de l'Union européenne, la Commission européenne est pleinement mobilisée, et notamment par des projets dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les projets Global Gateway. Alors, notre stratégie Indo-Pacifique a fait l'objet de documents interministériels de communication publique en 2022. Et actuellement, nous sommes en train de renforcer, de revoir, d'actualiser ce document qui va être publié très rapidement. Et je voulais, parce que je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails de la stratégie, mais vous indiquer les quelques points sur lesquels cette stratégie va être renforcée, et cela vous donnera des idées sur et une bonne introduction à la déclinaison de ces priorités dans nos actions de coopération régionale dans l'océan Indien. Tout d'abord, donc parmi ces paramètres intangibles que nous voulons renforcer, il y a la singularité du positionnement français dans l'espace Indo-Pacifique. Hein, par notre présence de territoires ultramarins, mais aussi des dispositifs de coopération extrêmement déjà développés, présents et positionnés sur place, bien sûr avec la singularité aussi de notre politique étrangère, fondée donc sur une exigence d'autonomie stratégique, et donc utilisant particulièrement notre statut de nation de l'Indo-Pacifique. Ça s'applique, ce que je viens de dire, tout particulièrement, bien sûr, à l'océan Indien, avec les territoires ultramarins, la Réunion évidemment, mais aussi Mayotte, et puis les terres australes et antarctiques françaises. Ce positionnement se décline selon 4 axes prioritaires. Et ça, c'est vraiment une grande priorité dans le renforcement et l'actualisation de notre stratégie, c'est de renforcer la centralité de nos DROMCOM et de nos territoires dans la zone, de pouvoir, sur cette base-là en particulier, mais avec une équipe France, hein, donc ça j'insiste beaucoup, État, collectivités, les moyens, l'interministériel et les moyens développés par les préfectures et les collectivités. Donc, avec cette équipe France, consolider les partenariats de ce qu'on appelle des partenariats de souveraineté, des partenariats de confiance que nous développons avec les pays souverains de cette région, pour soutenir le multilatéralisme qui, comme Pascal Boniface l'a souligné, est en danger. Pour structurer des organisations régionales, donc on a la Commission de l'océan Indien, on a l'association des 23 États riverains de l'océan Indien, donc 2 grandes organisations régionales dans cette région, et pour contribuer, donc j'en ai déjà parlé, activement à la mise en œuvre ensemble avec nos collègues européens, donc de la stratégie de l'Union européenne pour l'Indo-Pacifique, et qui permet des convergences non seulement de positionnement, mais aussi d'action, de cofinancement d'activités. Alors, premièrement, je voudrais dresser, effectivement, ça c'est notre base, notre stratégie, qui est effectivement avec ses grandes priorités nouvelles. Je voudrais à présent évoquer le contexte spécifiquement dans l'océan Indien que nous vivons, géopolitique et les dynamiques régionales en cours. Ce que je peux dire dans la zone Indo-Pacifique,
la partie océan Indien, on le reconnaît de plus en plus, est vraiment la partie où se joue, pardon, un vrai great game et grand jeu à nouveau géostratégique dans une zone propice aux influences et au multi-alignement. En effet, on voit bien dans quelle partie de la zone Indo-Pacifique se situent les points de fixation des plus grandes rivalités. Mais l'océan Indien reste encore, et ces dernières années, on a vu un peu un terrain qui n'était pas forcément tellement exploré par cette grande compétition. Et donc, les grandes puissances y sont venues de plus en plus. Donc, on a ce grand jeu. Les rivalités de puissance s'emparent à nouveau. Enfin, on a vu il y a 2 ans des grandes manœuvres navales de la Russie, la Chine avec l'Afrique du Sud, donc dans un contexte BRICS, mais c'était effectivement aussi très particulier. Le retour des États-Unis avec le sous-secrétaire d'État Richard Varma qui a fait une visite remarquée, un réengagement américain très fort dans la région et beaucoup d'autres puissances, bien sûr, l'Inde, le Japon, extrêmement présentes et actives également dans la zone. Donc, les rivalités de puissance s'emparent à nouveau de plus en plus de ce champ d'action, traversé par des enjeux de sécurité croissants et qui représentent un axe de plus en plus vital de trafic maritime Europe, Asie, Afrique. Il y a un durcissement de cette compétition stratégique. Je viens de l'évoquer, et chacun surveille les autres, on peut dire cela comme ça, et sur le fond donc d'une rivalité accrue entre les États-Unis et la Chine. Nous voyons aussi des tensions commerciales accrues dans un espace structurant pour l'économie mondiale. Et enfin, l'aggravation aussi, et c'est le thème de votre colloque sur le développement durable est très bien choisi, parce qu'en effet, déjà sur les effets géostratégiques, on voit apparaître ces sujets, parce que l'aggravation des effets du dérèglement climatique, la dégradation de l'environnement par la pollution et la perte en biodiversité sont des phénomènes qui renforcent les défis auxquels nos États insulaires et littoraux de l'océan Indien ont à faire face. On parle même d'une triple crise planétaire avec ces 3 facteurs et qui touche particulièrement notre région du fait qu'effectivement nous sommes particulièrement dépendants de l'océan et fragiles face à ces menaces. Cette situation renforce donc déjà aussi les tendances au multi-alignement dans la région, des pays se tournant vers les grands pays et les grands bailleurs qui peuvent les aider, coopérer, financer des activités. Donc, et ça, dans un phénomène globalement d'érosion du multilatéralisme, donc c'est effectivement plutôt le multi-alignement. Mais il est intéressant, et c'est là qu'effectivement je vais vous parler des organisations régionales, et en particulier de l'IORA, qui se réunit en ce moment au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres demain, parce qu'en effet, il y a un contexte donc d'érosion du multilatéralisme au niveau global, mais il est intéressant de voir que ce sont des approches régionales qui peut, par aussi le renforcement du sentiment d'identité commune entre les pays d'une même région, d'une même organisation régionale, qui tentent de compenser ce manque de multilatéralisme au niveau global. Donc là, je voudrais vous parler effectivement de l'Association des États riverains de l'océan Indien, l'IORA, qui depuis plus de 25 ans donc réunit donc 23 pays de tout le pourtour de l'océan Indien. En fait, c'est tous les pays littoraux moins le Pakistan et la Birmanie. Une initiative de Nelson Mandela et du premier ministre indien de l'époque. Et donc une organisation qui s'ajoute à celle qui existe depuis les années 80, qui est la Commission de l'océan Indien, hein, qu'on connaît évidemment très très bien, depuis les années 80, une organisation francophone, mais qui est vraiment liée au sud-ouest de la zone et qui s'étend dans ses activités de plus en plus vers la côte africaine du canal du Mozambique, mais c'est quand même une organisation plutôt dans le sud-ouest. L'IORA est celle qui réunit l'ensemble de l'océan Indien. Or, donc c'est une organisation qui existe depuis 25 ans. Elle a
à travers ces différentes cette période, ces décennies, progressé assez lentement dans la réalisation de ses ambitions. Ce qu'elle a fait de très bien, c'est que progressivement, elle s'est concentrée sur 6 grandes priorités thématiques très concrètes et d'intérêt direct pour les populations, donc évitant les polémiques politiques, parce que avec le pourtour, le format que je vous ai décrit, vous pouvez imaginer qu'il y a quand même une très forte disparité entre les États au niveau des affiliations euh, de positionnement politique vous avez à peu près en fait tout ce qui existe comme grand format des pays du Sud global, des BRICS. Vous avez des pays du G20, donc une très très grande diversité. Eh bien, se concentrer sur quelques priorités d'intérêt commun, c'était effectivement une décision stratégique utile, et c'est ce qui nous permet euh, petit à petit, face justement à la reconnaissance des menaces communes, des défis à relever. Et là, on voit que c'est un petit peu à l'image de la construction européenne elle-même. Alors bon, mutatis mutandis, bien sûr, mais on voit à peu près les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que plus les menaces communes s'accroissent, plus ça promeut un sursaut, des convergences intéressantes entre les membres pour essayer d'avancer. Et grâce au soutien d'un certain nombre d'États qui s'impliquent, on peut dire l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud que j'ai mentionné, l'Indonésie et la France qui en est membre depuis 3 ans, membre plein, mais nous étions observateurs, enfin, partenaires du dialogue déjà depuis plus longtemps. Une nouvelle dynamique est en cours au sein de l'IORA pour justement, dans une approche régionale, essayer de recréer du multilatéralisme efficace et concret. Alors, pourquoi la France, effectivement, a un rôle particulier à jouer à l'IORA? Elle est maintenant, en effet, devenue, grâce au soutien en financier, en expertise de l'AFD, avec Expertise France. Donc ça, je voudrais vraiment saluer ce partenariat entre nos ministères interministériels, les acteurs de nos territoires ultramarins et l'AFD, parce que nous avons su très, très vite à l'IORA, hein, on est membre que depuis fin 2021, eh bien avoir déjà 2 grands programmes de financement, 1 million d'euros au début, 3 millions maintenant, et des actions dans la lutte contre la pêche illégale, maintenant dans la gestion des risques naturels, la lutte contre les débris marins, où nous sommes avec des partenaires, notamment l'Indonésie, l'Inde, l'Australie, comme je l'ai dit, la Thaïlande avec un événement récent sur la lutte contre les débris marins, donc très présent dans la dynamique de partenariat, de confiance et concret pour faire avancer l'organisation. Alors, donc, l'IORA, au même titre que la Commission de l'océan Indien, est donc un moyen pour nous de mettre en pratique notre stratégie Indo-Pacifique, et également avec l'Union européenne et ses cofinancements pour développer une approche de l'Indo-Pacifique multidimensionnelle, coopérative, la France se présentant comme une puissance partenariale de confiance et visant au maintien des équilibres stratégiques et d'un espace ouvert et inclusif. L'IORA, c'est d'ailleurs, avec la présidence du Bangladesh, en 2021, doté d'un document pour une vision indo-pacifique de l'IORA, ce qui est quand même assez remarquable quand vous voyez effectivement la composition très diverse de cette zone, mais qui montre qu'effectivement l'océan Indien, à travers l'IORA, ne veut pas subir ce contexte de rivalité dans la zone indo-pacifique et dans la zone Asie-Pacifique, mais veut renforcer ses intérêts propres pour se protéger contre les effets néfastes d'où qu'ils viennent de ces rivalités, et au contraire renforcer ses actions, ses coopérations concrètes pour développer la prospérité dans la région et les réponses aux défis, notamment environnementaux ou de sécurité maritime, pour ne citer que quelques exemples.
Alors, deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est nous sommes, effectivement, j'ai parlé de la centralité de nos territoires dans cette stratégie, et nous sommes présents et actifs dans la zone par et depuis nos territoires, avec nos territoires, hein, 1,1 million d'habitants rien que dans l'océan Indien. L'implication croissante de nos territoires pour la coopération régionale, les liens historiques et humains, culturels et économiques de plus en plus denses avec nos voisins, aussi en matière régalienne et de coopération de sécurité. Nous avons quand même à La Réunion le troisième port militaire de France. Nous avons une densité institutionnelle, scientifique, une université au rayonnement régional en plein essor à La Réunion et une université aussi en développement à Mayotte. Et nous percevons donc en réalité un intérêt aussi, compte tenu de cette plateforme de rayonnement et de coopération déjà très active, mais en renforcement d'action. On peut mesurer déjà dans la zone IORA, dans la zone Commission de l'océan Indien, c'est évidemment une évidence, enfin c'est déjà une évidence, mais dans la zone IORA, vous voyez un intérêt croissant de nos interlocuteurs d'Asie du Sud, de l'ASEAN, aussi bien entendu des pays riverains africains de l'océan du canal du Mozambique, pour renforcer les coopérations, mieux connaître nos territoires. Et donc, comme je viens de l'évoquer, en effet, à l'instar de nos voisins africains qui sont de plus en plus avec nous dans une pluralité de programmes menés par la Commission de l'océan Indien ou notamment l'architecture régionale de sécurité maritime. Les enjeux économiques sont aussi L'ambassadeur, beaucoup... Oui. excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je peux vous demander une conclusion? Nous approchons Oui, voilà, d'accord. nous sommes pris par nos horaires. Veuillez J'y arrivais en effet. J'ai évoqué un certain nombre de coopérations comme l'architecture régionale de sécurité et de sûreté maritime, qui sont déjà un exemple où on voit effectivement cette convergence et cette mobilisation régionale. Mais comme je l'ai dit au début, nous avons, avec les défis du développement durable, de l'environnement, j'ai mentionné un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous sommes déjà très actifs. Mais je voudrais effectivement, comme nous sommes à l'Université de La Réunion, saluer la vice-présidente, Madame Anne-Françoise Zattara, qui est très active au sein de l'IORA et qui a, avec nos partenaires australiens, indiens, où nous avons déjà le campus franco-indien, avec l'Université de La Réunion, fait intégrer l'Université de La Réunion au nouveau réseau universitaire de l'IORA, l'UNIOR, et qui va s'attacher justement aussi à renforcer les liens, la recherche sur ces sujets-là que j'ai évoqués et d'autres, et permettant à La Réunion en particulier, mais j'ai évoqué aussi le partenariat qu'il faut développer avec Mayotte dans sa refondation après le dur sort après la catastrophe de Chido. Évidemment, Mayotte prendra un certain temps à la refondation, mais il faut y penser maintenant. La stratégie se met en place maintenant. Et donc, il y aura la COI en tant que telle, mais la France, dans ses programmes qu'elle a promus, financés, et ce partenariat avec l'AFD en particulier, nous permettra, nous, Océan Indien, dans cette stratégie Indo-Pacifique, d'être très présents à Nice, à la conférence sur les océans, et ça, c'est la prochaine étape importante, avant la conférence de coopération régionale interministérielle avec nos territoires pour définir une stratégie de bassin pour la première fois. Donc, nous aurons une stratégie de coopération régionale dans le bassin océan Indien. Ce sera à La Réunion, très probablement à la rentrée de fin septembre, mais ça sera l'occasion effectivement de faire la synthèse de ce que nous avons engagé, de ce que nous avons en projet dans cette stratégie et ce recentrage aussi autour de nos territoires ultramarins. Et donc, je voudrais vous remercier pour votre attention, pour l'invitation et souhaiter effectivement au colloque et à tous un excellent débat. Et effectivement, je suis prêt à répondre à quelques questions, mais je vais devoir malheureusement vous quitter parce qu'il faut que je me connecte
à notre réunion Yora après. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de vous être prêté à l'exercice. Je sais qu'on ne vous a pas laissé beaucoup de temps, que il est difficile de réduire en quelques points l'action de la France qui est si riche à partir de son territoire. Mais vous avez souligné l'importance de la Commission de l'océan Indien, l'importance de IORA, le rôle, l'influence et le soutien que lui apporte la France. Et nous aurons l'occasion, avec nos invités, nos experts, de revenir sur l'action et sur, je dirais, la contribution à la structuration et à l'intégration régionale de ces deux organisations très importantes pour le Grand Sud de l'océan Indien. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de prendre des questions. Nous allons avoir notre premier atelier qui va débuter. Vous êtes pris de votre côté. Encore une fois, tous mes remerciements pour votre participation et à bientôt dans l'océan Indien, je l'espère. Merci, À Monsieur bientôt. l'ambassadeur. À très bientôt. Merci beaucoup, Marianne, et à tous. Excellent débat et à très bientôt. Merci beaucoup.